Bonsoir à tous et très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de votre magazine d'actualité à la source. Au sommaire ce soir, un reportage à Lyon où le diocèse a choisi de fêter la Chandeleur en union avec les chrétiens d'Irak. Un grand son et lumière a lieu en ce moment même à la basilique Saint-Martin d'Ainay. Vous découvrirez le sens de ce spectacle dans quelques instants. Le 21e Journée mondiale de la vie consacrée a eu lieu aujourd'hui. Nous entendrons la présidente de la Conférence des religieuses et religieux en France, sœur Margron. Elle nous dira en quoi la vie consacrée est essentielle dans un monde troublé. Quand l'art sacré rejoint les élèves d'une école, dimanche, un vitrail a été béni et installé dans un établissement de Chelles en Seine-et-Marne, une première à l'initiative de l'association Art Sacré 2. L'affaire du Penelope Gate ne vous a certainement pas échappé. Une enquête à propos d'un éventuel emploi fictif de l'épouse de François Fillon a été ouverte le 26 janvier. On assiste aujourd'hui à un emballement politique et médiatique qui occulte d'autres vraies questions à quelques mois des présidentielles. Qu'est-ce que cette situation dit de notre démocratie? L'avis ce soir de Gérard Leclerc, éditorialiste à France Catholique. Bonsoir Gérard. Bonsoir Olivier. Avec vous, Benoît Fidelin, rédacteur en chef à Pèlerin. Bonsoir Benoît. Bonsoir. À tout à l'heure. Le diocèse de Lyon a choisi de fêter ce 2 février, fête de la présentation de Jésus au temple, la Chandeleur, en union de prière avec les chrétiens d'Orient. Un grand spectacle a lieu en ce moment même à la basilique Saint-Martin d'Ainay. Un son et lumière qui a pour titre « Visage d'Orient, lumière d'Ainay ». Ce projet est né dans le cadre du jumelage du diocèse de Lyon avec le diocèse de Mossoul en juillet 2014 pour maintenir un lien de prière, d'action et de partage avec les chrétiens d'Irak. Nous nous sommes rendus à la répétition générale hier soir pour mieux comprendre la portée et le sens de ce spectacle. L'heure est au dernier réglage. Encore quelques petits détails à régler. Certaines images de colorimétrie. Échelle de la projection, niveau sonore, l'équipe s'assure que tout fonctionne, que les fonds de l'école biblique et archéologique de Jérusalem et les manuscrits du couvent de Mossoul prennent forme sur la façade de cette église romane du XIIe siècle. L'aboutissement d'un travail engagé il y a plusieurs années par Agnès Winter. Je crois beaucoup à l'image en partage et l'image monumentale. Je crois qu'elle est vecteur de sens, de beauté et qu'actuellement dans ce monde on a besoin de ce média pour exprimer en fait un partage de paix et une espérance. Ces images ont déjà été diffusées à Erbil, les voilà à Lyon, ville qui célèbre la lumière. Tout un symbole d'illuminer une église pleine d'histoire en soutien à un peuple persécuté, les chrétiens de la plaine de Nénive. C'est un beau spectacle, c'est plus qu'une projection, vous voyez, c'est vraiment une œuvre artistique qui est un hommage qui leur est rendu sur le plus bel édifice médiéval de Lyon, quand même. C'est vraiment dans le cœur des Lyonnais, c'est assez touchant, quoi. Quand il y a quelqu'un qui souffre, il y a une espèce de fibre fraternelle, sociale, etc., qui est très ouverte au-delà des frontières. Depuis l'été 2014 et l'alerte du cardinal Barbarin sur le sort des chrétiens d'Orient, Lyon et Mossoul sont jumelés. Mot d'ordre, agir, prier, partager. Ce soir et demain, les Lyonnais sont invités au partage, à associer une histoire et un visage à cette population persécutée. Une projection en arabe est même prévue demain, à 19h15, libre à chacun de poursuivre dans la prière et dans l'action. Voilà, donc demain soir aura lieu une nouvelle série de représentations dès 18h et jusqu'à 23h. À noter également l'exposition des œuvres du diacre irakien Ibrahim Lalo dans la basilique pendant une semaine. Ce jour de la Chandeleur est aussi marqué par la 21e journée mondiale de la vie consacrée. Elle a été instaurée il y a 20 ans par le pape Jean-Paul II. Samedi dernier, le Saint-Père a rencontré les membres de la Congrégation pour les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique et il s'est dit inquiet du nombre d'abandons dans la vie communautaire. On en compte entre 2000 et 3000 chaque année. Face à cette hémorragie, comme l'a qualifié le pape François, l'évangélisation doit être au cœur de tout. Nous vivons dans une société où les règles économiques remplacent les règles morales, dictent les lois et encouragent le système à oublier les valeurs de la vie.
Une société où la dictature de l'argent et du profit est plus fort que tout. Dans cette situation, il est évident que l'évangélisation doit être au centre de tout. Une question qui sera sans aucun doute abordée lors du prochain synode en 2018 sur la jeunesse, la foi et le discernement vocationnel. Certes, la vie consacrée est exigeante, mais elle donne un vrai signe d'espérance dans notre monde troublé, comme nous l'a confié sœur Véronique Margron, la nouvelle présidente de la COREF, la Conférence des religieuses et religieux en France. Pour tout le monde, il y a bien un même enjeu qui est de témoigner du Christ et de témoigner d'un Dieu qui relève de la mort. Mais la place des religieux, c'est d'être modestement, mais opiniâtrement, les témoins de ce Dieu qui relève les plus fragiles, qui relève les plus désespérés, qui relève ceux qui se croient le plus loin, y compris de notre Église, où on se relève les uns les autres, ou en tout cas où on essaie de se relever les uns les autres en communauté. Aujourd'hui, fondamentalement, la place des religieux aujourd'hui comme hier, c'est d'être les témoins de ce Dieu-là, pour lequel rien n'est écrit d'avance de la vie des hommes et des femmes d'aujourd'hui. Des évêques du Laos à Paris pour une messe d'action de grâce pour les martyrs de leur pays. Elle aura lieu dimanche à Notre-Dame de Paris à 17h45. Vous pourrez la suivre en direct sur KTO. Les évêques célébreront de manière solennelle la béatification de 17 martyrs qui s'est déroulée le 11 décembre dernier à Vinciane. Vu les conditions politiques du pays, l'événement a été organisé dans une certaine discrétion sans les familles de martyrs, car parmi eux figurent 10 prêtres français des missions étrangères de Paris et des Oblats Immaculés de Marie. Dans la corne de l'Afrique, 17 millions de personnes sont menacées par la sécheresse et la famine. En marge du 28e sommet de l'Union africaine qui se déroule en ce moment à Addis Abeba, l'Agence des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture a alerté sur une situation d'urgence humanitaire, surtout en Somalie, en Éthiopie et au Kenya. Seul un quart des pluies attendues est tombé. De graves pénuries et de cas de malnutrition sont également rapportés au Soudan du Sud, au Soudan et en Ouganda. Il y a 40 ans, le fondateur du Secours catholique Caritas France, Monseigneur Jean Rodin, nous quittait. Hier, une cérémonie d'hommage a eu lieu à la Cité Saint-Pierre à Lourdes, qu'il a créée en 1950. 150 personnes sont venues se recueillir sur sa tombe. Monseigneur Jean Rodin, à la demande des évêques de France, a fondé le Secours catholique à Lourdes le 8 septembre 1946, lors du grand pèlerinage du retour des prisonniers et déportés. Audacieux, tenace, imaginatif et visionnaire, il a été le premier secrétaire général de Caritas International. Elle regroupe aujourd'hui 165 associations caritatives dans le monde. En France, le régime d'ouverture des écoles hors contrat ne changera pas, a décidé le Conseil constitutionnel. Souvenez-vous, en juin dernier, le gouvernement avait annoncé un renforcement du régime pour la création d'une école hors contrat. De nombreuses voix, dont celle des évêques, s'étaient inquiétées de cette entrave à la liberté d'enseignement. Un argument entendu par le Conseil constitutionnel. Il a invalidé il y a quelques jours l'habilitation donnée au gouvernement pour remplacer le régime d'ouverture des établissements privés. Dans un communiqué, le secrétariat général de l'enseignement catholique s'est dit satisfait par cette décision. Quand l'art sacré s'invite dans une cour d'école, depuis dimanche, un vitrail est installé dans l'école Garnier Guy Sainte-Bathilde, dans la commune de Chelles en Seine-et-Marne. Une œuvre réalisée par le peintre verrier Bosselin. Le vitrail qui restera dans la cour représente Sainte Bathilde, la patronne de l'établissement. Dimanche dernier, Monseigneur Jean-Louis Bruguès, président de l'association L'Art Sacré 2, est venu bénir le vitrail. Juste avant, il avait célébré une messe en présence des professeurs et des élèves de l'établissement. Ensuite, une procession avec les enfants de l'école a conduit tous les fidèles dans la cour pour la bénédiction de l'œuvre d'art. Un autre moyen pour l'Église de rejoindre les élèves. On se demande quelquefois en quoi une école catholique est réellement catholique. Eh bien, vous avez là une preuve. Les enfants qui vont entrer dans l'école vont apercevoir le portrait, l'image d'une sainte. Et j'espère que ça va leur donner des idées.
Il me semble important pour les enfants accueillis dans cette école qu'ils sachent, qu'ils aient des rudiments de la culture chrétienne. Et l'iconographie chrétienne en est un signe. Ça me semble important pour eux de connaître notre histoire. Et Sainte-Bathilde est un bon exemple pour eux. Les œuvres d'art sont une forêt de symboles. Et pour la tradition populaire, c'est très important que les gens, les croyants les plus humbles puissent se repérer, puissent prier grâce à une forêt de symboles. Et c'est ce que les œuvres d'art leur transmettent. Oui, je pense que c'est un moyen d'évangéliser, effectivement, de commenter cette œuvre. Et ils la verront chaque jour et je pense que petit à petit, ça rentrera dans leur tête et dans leur cœur. Après avoir rencontré un franc succès dans la ville de Nantes, la comédie musicale Invia est jouée ce week-end à Angers. Un spectacle moderne avec 80 artistes sur scène. Il permet de découvrir ou redécouvrir les visages qui ont marqué l'Église dans l'histoire. À travers un scénario original, 3 lycéens décident de partir à la recherche d'un de leurs amis disparus. Leur périple les amène dans une chapelle et c'est le début d'un voyage dans le temps qui va transformer leur cœur. On regarde la bande-annonce. On retrouve tout de suite la chronique du père Venard et il analyse le débat sur la question identitaire dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines. Et pour le qualifier, le père Venard reprend le titre d'une chanson de Georges Brassens. Tempête dans un bénitier, depuis quelques jours, cette célèbre chanson de Georges Brassens me trottine dans la tête en voyant un peu les débats, parfois très vifs, entre catholiques, dans notre petit milieu catholique français, à l'occasion de la sortie de 2 ouvrages, l'un traitant de l'immigration, l'autre des catholiques identitaires. Alors, il m'est venu cette réflexion, nous ne devrions pas, comme le demandait le pape Pie X, qui était pris, lui, dans une tempête autrement plus importante, celle du modernisme, le saint pape Pie X disait que nous ne devrions pas ajouter au mot catholique un adjectif. Catholique traditionnaliste, catholique identitaire, catholique progressiste, catholique ceci ou cela, à chaque fois que nous ajoutons un adjectif, dans le fond, nous voulons nous démarquer des autres catholiques, nous atteignons l'universalisme, l'universalité du mot même catholique, et par ailleurs il peut s'y glisser, je le crains bien souvent, une volonté de rejeter celui pour lequel je ne mettrai pas le même adjectif, de ne pas accepter que dans le catholicisme il puisse y avoir des tendances, des mouvances. Alors il me semble que nous devrions méditer à ce moment-là que le seul élément que nous pourrions rajouter, qui est en fait une redondance, c'est catholique romain. Mais c'est une redondance, car être catholique et romain, c'est tout un. Car cette Rome que nous aimons tant, empourprée par le sang des martyrs, Pierre, Paul, de ces centaines, de ces milliers de martyrs qui nous ont donné la foi, eh bien, cette Rome, nous l'aimons, elle est mater et magistra, mère et maîtresse pour nous. Nous sommes catholiques et romains, nul besoin de rajouter autre chose. Alors, pour finir, eh bien, repensons à cette parole si belle, si forte de notre bon pape Benoît XVI. Nul n'est de trop dans l'Église catholique. Merci Père. Comme tous les jeudis, c'est notre revue de presse. Et on commence avec France Catholique, l'affiche du film de Martin Scorsese, Silence en une de l'hebdomadaire, mais c'est le sujet des chrétiens et la politique que vous avez traité dans votre éditorial, Gérard Leclerc. Oui, j'ai repris un peu l'interpellation de nos amis de Réforme qui ont traité le sujet en long et en large, en essayant de montrer quelle pouvait être une différence chrétienne dans le domaine de la politique. Alors, c'est pas évident. C'est pas évident parce qu'il y a des options de fond alors qui séparent les uns et les autres. Donc, c'est pas facile de trouver cette différence. Merci Gérard. À l'occasion de la sortie hier du film Et les Mistral gagnants, Pellerin propose une interview avec sa réalisatrice Anne-Dauphine Julien Benoît. Oui, tout à fait. Et elle nous montre la leçon de vie des enfants malades, qui est le thème de son film,
Cela dit, on parle nous aussi un petit peu de politique, puisqu'on a un débat suite à l'affaire Fillon. Faut-il changer les règles au Parlement ? Eh bien, on en parle dans quelques instants. Famille chrétienne s'intéresse à nos prêtres âgés qui représentent la moitié du clergé, ayant atteint l'âge canonique de la retraite, parfois octogénaire, nonagénaire, voire centenaire. Que deviennent-ils ? Réponse cette semaine. Et puis, si chez vous, bébé ne fait pas ses nuits, un dossier parent vous donne quelques clés pour apprendre à votre bébé à bien dormir. Alors que s'amorce la véritable campagne présidentielle, l'hebdomadaire protestant Réforme donne la parole au psychosociologue Pierre Larouille. Il déplore la faiblesse intellectuelle des politiques. La vitesse et l'absence de profondeur de la société médiatique ont aussi contribué à abaisser la fonction présidentielle, ajoute-t-il. Et puis un dossier sur la façon dont on se nourrit en France qui dit beaucoup sur notre société. Le visage de Martin Scorsese en une de la vie. Le 8 février, le célèbre réalisateur américain sort son film Silence. Dans une interview, il explique pourquoi, à travers son long métrage, il a voulu questionner l'essence du christianisme. Et puis, dans son éditorial, Jean-Pierre Denis revient sur les premiers jours de gouvernance du président américain. Et pour l'éditorialiste, problème, Donald Trump fait ce qu'il dit et il ajoute « Loin de repousser sa politique, risque de fournir un puissant argument, en particulier pour Marine Le Pen ». Voilà pour votre revue de presse. Sans plus tarder, on retrouve nos éditorialistes pour notre dossier. Le Penelope Gate, cette affaire dans laquelle François Fillon est soupçonné d'emploi fictif, on ne parle que de ça. Ces derniers jours, on a assisté à un emballement politique et médiatique, alors que les présidentielles ne sont que dans 4 mois. On en discute avec vous, Gérard Leclerc de France Catholique, et avec vous, Benoît Fidelin de Pèlerin. Alors pour commencer, je vous propose d'écouter notre confrère Guillaume Goubert. Ce matin, le quotidien La Croix a publié son baromètre « Confiance des Français dans les médias ». Et à cette occasion, une table ronde a été organisée sur la question « Comment les médias répondent aux Français ?» à l'approche de la présidentielle. On écoute la volonté de Guillaume Goubert, directeur de la rédaction de La Croix. Nous avons décidé d'ajuster notre fonctionnement dans le sens d'aller davantage à la rencontre des Français. Et par exemple, actuellement dans La Croix, il y a une série de reportages au long cours sur 3 semaines où on est allé dans 3 régions de France pour aller voir précisément comment ça se passe pour les personnes qui vivent dans ces régions, qui sont des régions en difficulté. Par ailleurs, nous l'avons déjà fait dans le passé, mais nous le ferons plus que jamais, de mettre un accent particulier sur l'analyse des propositions des candidats, de façon à ce que nos lecteurs aient à leur disposition les éléments nécessaires pour se forger leur propre jugement. Et également être peut-être un peu moins dans la recherche de la prédiction et un peu moins dans le fait de prédire, mais plus dans le fait de dire, c'est-à-dire d'aller sur le terrain, d'aller voir ce qui se passe, d'écouter ce que disent les Français, par exemple, à la veille de cette élection présidentielle, et d'être un peu moins dans l'analyse, d'enquête d'opinion, ou un peu moins dans le fait d'enregistrer les déclarations de tel ou tel expert. Je pense qu'il faut qu'on fasse toujours davantage notre métier, qui est d'aller voir ce qui se passe et ensuite de le raconter. Voilà, alors on vient d'entendre notre confrère Guillaume Goubert, qu'on salue, sur lui, sa volonté, la façon dont il souhaite traiter la présidentielle. Bon, on voit aujourd'hui qu'avec l'affaire Fillon, en tout cas dans les médias généralistes, eh bien, on est un peu loin de cette volonté que Guillaume a exprimée, Gérard. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bien oui, effectivement, on aimerait une certaine sérénité, ou tout au moins que les choses soient concentrées sur les arguments des uns et des autres, les programmes, l'attitude surtout. Moi, je crois plus au programme, je crois à la capacité de comprendre le monde d'aujourd'hui tel qu'il est pour répondre à ces défis. Donc, on aimerait que... Mais effectivement, le débat, il est aujourd'hui complètement pollué avec des affaires qui déclenchent des passions, etc., et qui font de la politique une bataille féroce. Parce qu'avec l'affaire Fillon, je pense que c'est la violence qui s'est introduite dans notre débat politique. Alors évidemment, on me dira, cette violence, elle est fondée sur une colère à propos de l'inconduite de certains de nos politiques, d'un enrichissement sans cause avouée, etc. C'est vrai.
Mais il n'empêche qu'il y a quand même un énorme problème, c'est que l'affaire Fillon bouleverse complètement les données de la vie politique. Et moi, j'ai une formule un peu paradoxale et brutale en disant on a voulu exécuter Fillon et d'une certaine façon, le crime est parfait. Parce que c'est un crime moral, on ne peut pas discuter les procédés, mais il n'empêche que le résultat est là, l'exécution est parfaite. Benoît, on vient d'entendre Gérard, il parle d'exécution parfaite en parlant de cette affaire Fillon. Votre regard? Bon, alors d'abord, s'il y a exécution, la justice dira d'où elle vient. Dans les médias, d'après ce que nous enseigne la presse, l'exécution, elle semble venir de François Fillon lui-même. C'est la première chose, mais c'est à vérifier par la justice. La deuxième chose, c'est, je crois, la presse aller sur le terrain, aller enquêter. C'est ce qu'on fait à Pellerin, nous, depuis des dizaines d'années. Mais c'est aussi ce qu'ont fait les journalistes du Canard enchaîné. C'est aussi ce que font beaucoup de journalistes et qui répondent, je pense aussi, si cette affaire sort, c'est que c'est dans un climat très particulier. Jamais il y a eu dans notre pays un tel discrédit vis-à-vis des hommes politiques. Parce qu'ils ont échoué, bien sûr, sur la crise qui malmène notre pays depuis 40 ans, un échec alterné depuis 40 ans sur le chômage, mais aussi parce qu'il y a un véritable désastre, des hommes politiques qui se sont distraits très mal. Et aujourd'hui, c'est insupportable. Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. L'opinion ne peut plus du tout le comprendre. Et c'est devenu un tel problème qui alimente le populisme, qui alimente les votes extrêmes, que c'est tout à fait normal qu'aujourd'hui, ce soit au cœur de la campagne électorale. Tout à fait normal. Quitte à ce qu'on ne parle pas d'autres sujets importants et qui comptent pour les Français? Alors, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce qu'on a quand même eu, surtout à droite d'ailleurs, la primaire dont François Fillon est sorti vainqueur, un vrai débat sur l'économie, sur les lois éthiques, sur la politique étrangère. Il y a eu, tout le monde nous a envié, et je vous dire, c'était autre chose que les États-Unis à l'époque, le débat présidentiel, tout le monde nous a envié ce débat en profondeur. Il y a eu aussi des débats à gauche, des primaires, une démocratie où les Français se sont emparés plus finalement de leur pouvoir à travers les primaires, donc c'est assez positif. Mais aujourd'hui, les Français, mais ils ont une exigence vis-à-vis des hommes politiques qui est très très forte. Alors pas une transparence absolue, mais il y a des choses qui se passent qui ne sont plus possibles. L'exemplarité, c'est quelque chose d'incroyable. Pourquoi le pape François, il est si populaire? Parce qu'il est cohérent. Voilà. Gérard, cette morale... Je suis d'accord et pas d'accord en même temps. Parce que cette exemplarité, c'est une arme politique aujourd'hui. Et c'est une façon de déstabiliser l'adversaire. Moi, je ne suis pas persuadé qu'en fait, qu'il n'y ait pas des dossiers aussi, comment dirais-je, déstabilisants pour d'autres familles politiques. Et ces dossiers, ils sont en sommeil. Peut-être qu'ils vont ressurgir un jour pour démolir l'adversaire. Donc, cette bataille morale, moi, elle me paraît, comment dirais-je, à double tiroir. Il y a à la fois la moralité, effectivement, l'indignation des gens qui ne conçoivent pas cet enrichissement, etc. Mais il y a aussi le fait qu'on tue. En politique, on tue. Et on tue avec des arguments frappants, si j'ose dire. Et là, notre scène politique, elle est extraordinairement violente. Et je ne sais pas ce qui va en résulter. Et moi, je ne suis pas persuadé que donner la réponse à la justice soit exactement la bonne solution. Pourquoi ? Parce que la justice, d'abord, la justice n'est pas parfaite non plus. La justice peut être partisane. Montesquieu disait, le théoricien de la séparation des pouvoirs disait que c'était le plus terrible des pouvoirs, etc. Donc moi, oui, la justice, elle est nécessaire dans une société, mais c'est pas elle, forcément, comment dirais-je, qui peut suppléer aux carences de la vie civique. Et les médias dans cette affaire ? Vous vouliez réagir, Benoît? Quand même, sur la justice, tout le monde a souhaité, François Fillon, le premier, qu'elle agisse vite. Donc c'est quand même un élément absolument fondamental et c'est à elle qu'il faut... Deuxièmement, je pense que cette notion d'exemplarité, elle est très importante parce qu'on vit... Enfin, le prochain président de la République, c'est pour ça que cette affaire est un désastre pour la France. Le prochain président de la République était attendu comme quelqu'un qui puisse enfin tenir la barre, quelqu'un d'exemplaire qui puisse demander les efforts aux Français et de faire les réformes que notre pays a sans cesse différées, qui se trouve aujourd'hui dans une situation délétère. Beaucoup de gens croyaient l'avoir trouvé avec François Fillon, tenir un cap, être exemplaire et donc être légitime et puis être orienté foncièrement vers le bien commun avec des affaires comme ça.
on verra si c'est vrai ou pas. Ce qui est vrai, dans ce que dit Gérard Leclerc, et je suis d'accord avec lui, actuellement, on a plutôt, c'est vrai, la manière dont il s'exprime avec, on distille d'informations en permanence, une présomption de culpabilité plus qu'une présomption d'innocence. Ça, je suis d'accord. Mais cette affaire est quand même très très grave, eu rapport à cette exemplarité. Enfin, c'est quelque chose d'essentiel dans une famille, partout, dans une entreprise. C'est quelque chose où on ne peut pas demander aux gens ce qu'on ne fait pas soi-même. Ça existe encore aujourd'hui des politiques exemplaires, parce que vous disiez... C'est la majorité des politiques. L'immense majorité sont des hommes politiques qu'on rencontre partout sur le terrain, des maires, des élus, des conseillers généraux, des députés. La majorité sont exemplaires et sont souillés par des comportements déviants comme cela. Et c'est la plupart des élus, ils touchent des indemnités qui sont à 100 lieues de celles qui sont évoquées dans l'affaire Fillon. Gérard. Oui, sans doute. Moi, je pense qu'il faut réhabiliter la politique et la classe politique. Il y a même parfois, je dirais, un certain héroïsme à tenir des postes de responsabilité. On sait qu'un certain nombre de maires se découragent même, un certain nombre ont renoncé à se représenter aux dernières élections parce qu'ils sentent une sorte de pression un peu démesurée. Donc attention de ne pas aller trop loin justement dans l'attaque à l'égard des politiques. Merci beaucoup Gérard, merci beaucoup Benoît d'avoir partagé vos points de vue. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir cette émission sur notre site internet www.ktotv.com. Réagissez également avec le hashtag à la source sur les réseaux sociaux. On se retrouve la semaine prochaine. Excellente soirée sur KTO.